Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, c'est l'orée des vacances, et bien pas pour les futurs élèves de classe prépa. C'est entre autres ce qu'explique Anouk Feingold dans le livre J'entre à HEC. Elle est l'invitée du grand oral et avec elle, on va plonger dans cet univers réputé impitoyable. L'anti-sèche de Cécile Fournier. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'histoire et d'anglais pour une actualité anniversaire, celle d'une loi emblématique de l'histoire du XXe siècle, le Civil Rights Act, la loi sur les droits civiques aux États-Unis. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, récré tableau d'honneur. Les lauréats du 12e concours Zéro cliché pour l'égalité filles-garçons ont été dévoilés. Et puis rendez-vous enfin avec les années collège et Amélie Paris, baissé de rideau au collège Maurice Utrio avec le DNB, le brevet et un bal de promo. Et oui, comme dans les séries américaines, elle vous racontera tout ça. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, grand oral. Les ouvrages sur les classes préparatoires aux grandes écoles ne manquent pas, mais celui-ci sort du lot. Il a été écrit de l'intérieur à la première personne par une préparationnaire. Son titre, J'entre à HEC, c'est un titre performatif parce qu'effectivement, elle est entrée à HEC. Il vient de sortir aux éditions Ellipse. Et ce titre l'indique également. C'est un livre qui concerne avant tout les prépas commerciales, mais au moins les 2/3 du texte valent absolument pour toutes les prépas. Vous allez le voir. Anouk Feingold, bonjour. Bonjour Emmanuel. Premier livre à 20 ans. Il faut lire le titre au premier degré. Vous êtes aujourd'hui étudiante à HEC. Exactement, je suis rentrée en septembre à HEC. Ça a marché. Mais le bouquin, vous l'avez vraiment écrit pendant la prépa, en plus de la prépa? C'est vrai que j'ai commencé à y réfléchir pendant la prépa. Et vous ne l'écriviez pas pendant la prépa? J'ai commencé à y penser avant la prépa parce que justement, quand j'avais essayé de me renseigner sur la prépa, j'avais pas réussi à trouver des témoignages qui étaient vraiment complets et qui allaient me permettre de voir à quoi ressemblait concrètement la prépa. Et donc, au fur et à mesure que j'étais en prépa, je réfléchissais à ce qui pouvait être pertinent, etc. Prenez des notes. Exactement. Et ensuite, pendant l'été, notamment à la fin de la prépa, j'ai pu tout mettre sur papier pour rédiger une première version de cet ouvrage. Et ensuite, après discussion avec Ellipse, il a été complété pour le rendre le plus complet possible. Et alors, il est hyper complet. Il y a une partie qu'on ne va pas forcément détailler ici parce que c'est vraiment que pour les HEC. Mais vous jouez au jeu de la vérité. Hein, alors, vos jeux de la vérité, assez facile, vous avez des super notes. Mais bon. Mais vous publiez même vos copies de concours, les commentaires, donc ça c'est quand même intéressant, c'est un truc auquel on n'a quasiment jamais accès. C'est vrai que j'ai essayé d'être la plus transparente possible pour montrer comment ça se passe avant et vraiment pendant les concours et pour donner une vision d'ensemble avec des notes parfois qui sont plus élevées comme par exemple en mathématiques où j'ai eu des notes un peu plus faibles en culture générale, mais c'est vrai que ça permet de donner un aperçu vraiment global. Voilà, on se rassure, hein, si c'est du plus faible, très haut, c'est au-dessus de 16 le plus faible, c'est ça, c'est quoi votre? Non, c'est 13. 13, ah, quand même. Oh là, Anouk, franchement. On va commencer par l'actu pour les futurs élèves de prépa et pour leur famille aussi, parce que pour eux, la rentrée, c'est là maintenant. Il n'y a pas de prépa réussie sans travail estival. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est vrai. Et la plupart des prépas communiquent justement une liste de travail à faire avant la rentrée en première année. Donc, par exemple, en culture générale, ça va être des livres assez classiques à lire, comme par exemple l'Iliade ou l'Odyssée. En maths, ça va être de faire des exercices de remise à niveau. En langue, de faire de la grammaire. Et donc, c'est quelque chose qui permet vraiment de se mettre dans le bain, parce que forcément, c'est une quantité de travail qui est moindre par rapport à ce qui va être fait ensuite en prépa, mais ça permet d'arriver en prépa en ayant revu les bases. Faut pas perdre le rythme. Et exactement, pour être prêt dès septembre à attaquer à pleine vitesse. Voilà, et donc, hein, on vous donne l'ordonnance tout de suite, c'est entre 80 et 150 heures cet été, c'est ça? Exactement. Mais vous conseillez quand même de prendre des vraies vacances au milieu? Moi, c'est ce que j'avais fait, j'avais pris des vacances au milieu, et même les moments où je travaillais à peu près 5-6 heures par jour, mais je faisais des pauses par exemple le soir parce que c'est vrai que passer du rythme du lycée à un rythme trop prononcé, ça peut être un peu compliqué, c'est bien d'avoir une phase d'adaptation et c'est pour ça justement que c'est bien de commencer à travailler pendant l'été. Alors on dit que la prépa s'annonce une vie monacale, pourtant vous, vos deux objectifs initiaux à l'entrée, c'était alors évidemment l'entrée dans une grande école parisienne, donc en gros HEC, SEC, SCP pour le dire vite, mais aussi et au même niveau la quête d'amitié forte. Exactement, parce que je ne deviendrai pas une geek, une nerd perdue dans mon coin. Justement, c'est quelque chose que je recherchais parce que je savais que j'allais pas réussir à tenir 2 ans de prépa juste en travaillant seule, et parce que j'avais échangé avec des étudiants de prépa qui m'avaient dit qu'ils avaient créé vraiment des amitiés extrêmement fortes. C'était quelque chose que je recherchais et c'est quelque chose que j'ai eu la chance de trouver à Danilou parce que je ressors de cette prépa avec mon admission à HEC, mais aussi mes meilleurs des amis pour la vie. Exactement. Voilà, Danilou qui est le lycée Madeleine Danilou, vous aviez fait cette prépa. Alors c'est quand même, c'est pas des amis
amitiés où forcément on se raconte sa vie, on refait le monde. C'est des amitiés qui se forgent autour du travail en commun. Exactement, c'est des amitiés qui vont se forger autour du travail en commun, autour des groupes de révision, parce que justement dans la plupart des prépas, on est incité à travailler en groupe de révision et ce relativement tôt, et c'est des groupes avec lesquels on va se partager le travail et avec lesquels on va s'entraider et même aller jusqu'à passer les concours ensemble, parce que nous on était allés en province. Alors on va raconter ce choix de la province tout à l'heure parce que c'est un choix vachement important, mais juste avant, pour rester sur cette dimension sociale dont on parle un peu moins souvent, il y a une force du groupe dont il faut jouer, c'est ce que vous nous dites. Mais est-ce que c'est vrai dans toutes les prépas? Parce qu'on raconte parfois qu'il y a aussi des prépas hyper compétitives et où finalement, quand même, à la fin, c'est un classement, c'est un concours. Si vous entrez à HEC, ça veut dire qu'un copain ou une copine n'y rentre pas. C'est vrai qu'il y a des prépas où ça peut être un peu moins vrai, mais des retours que j'ai eu en arrivant à HEC et en discutant avec des personnes d'autres prépas, il y a cet aspect qui est moins prononcé parce que parfois ça va pas forcément être une ambiance aussi forte avec toute la classe, mais dans toutes les prépas, il y a tout le monde qui peut trouver justement son groupe d'amis et des personnes avec qui il va pouvoir travailler, aller à la bibliothèque, etc. D'un petit mot pour celles et ceux qui feront Parcoursup l'année prochaine, comment on identifie ces prépas où il y a de la solidarité? Il y a moyen de savoir? Je pense que le meilleur moyen, c'est d'aller aux portes ouvertes, de discuter avec les étudiants et c'est eux qui pourront vous décrire le mieux la prépa et vous pouvez aussi en même temps, sur les portes ouvertes, ils auront rarement du mal de leur établissement. Oui, mais c'est vrai que ça permet quand même de ressentir. Et moi, j'avais eu un coup de cœur pour Danielou justement en allant parce que le à contact la porte était ouverte, chouette. parce que, exactement. Cela peut sembler compliqué quand on est très concentré sur ces concours de suivre assidûment l'actualité, mais c'est vraiment ce qui fait la différence. Voilà ce qu'elle conseille Anouk dans son bouquin. Et c'est ce qu'on fait tous ensemble, nous, tous les jours, dans l'Anti-Sèche. Et oui, je sais, quelle belle transition. Cécile Fournier. Aujourd'hui, avec vous, Cécile, on se prépare à entrer à HEC. Il y a 60... Bah ouais, on prend l'actu et on dit en quoi ça sert dans les programmes. Il y a 60 ans, tout juste était promulgué le Civil Rights Act aux États-Unis, événement historique que les collégiens français étudient en cours d'anglais. Oui, c'est un moment historique et d'une grande importance parce que le Civil Rights Act, c'est en d'autres termes l'inscription de l'égalité dans la loi. C'est la fin de toutes les discriminations et de la ségrégation. Au moins sur le papier. Oui, c'est ça, même. Et donc, ce 2 juillet 1964, le président américain Johnson signe cette loi sur les droits civiques. À ses côtés, on retrouve les leaders du mouvement pour les droits civiques. Je parle notamment de Martin Luther King, qui se verra décerner pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale le prix Nobel de la paix en 1964. Tout ça est évidemment le résultat d'un long processus. Il faut quasiment remonter un siècle en arrière, non? Exactement, au moment de la guerre de sécession dont j'ai déjà parlé sur ce plateau. Absolument. Donc je vais vous interroger. Bien sûr, 1861-1865. Oui, alors là, j'ai un truc, moi, c'est pas comme vous. Guerre au cours de laquelle s'affrontent les États dits du Nord, les États dits abolitionnistes, et ceux dits du Sud qui, eux, ne le sont pas. Au final, ce sont les abolitionnistes qui remportent la victoire. Et là, 3 amendements sont adoptés pour sortir les Noirs de leurs conditions. Ces 3 amendements, ce sont l'abolition de l'esclavage, la reconnaissance de la citoyenneté et égale protection de la loi, et le droit de vote à tous les citoyens américains. Donc ça, c'est la première pierre qui est posée, mais il faut quand même attendre bien longtemps, et notamment ce fameux mouvement pour les droits civiques pour que tout s'accélère. Exactement. Alors le mouvement des droits civiques naît à la suite du désormais épisode devenu célèbre qui date du 1er décembre 1955, où au cours duquel Rosa Parks, couturière noire, est condamnée pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans l'autobus. Une affaire qui émeut toute l'Amérique. Et de là, le mouvement naît sous l'impulsion d'un jeune pasteur de 26 ans, Martin Luther King. S'en suivent presque 10 années de lutte émaillées d'actions non violentes, mais de réactions qui parfois elles le sont. Oui, un peu de tout. Alors le point d'orgue, c'est évidemment la marche non violente de Washington, la marche pour l'emploi et les libertés, qui débute au Washington Monument et qui se termine 1 kilomètre plus loin au Lincoln Memorial. Nous sommes le 28 août 1963. 200 000 personnes répondent à l'appel de Martin Luther King, qui prononce son célèbre discours. I have a dream. I have a dream. Des dirigeants des droits civiques ainsi que des religions catholiques, protestantes et israélites ont également pris la parole, tout comme Joséphine Baker et la journaliste Daisy Bates. 2000 journalistes couvrent l'événement qui est retransmis à la télévision. Manifestation couronnée de succès et qui conduit donc à la promulgation, presque un an plus tard, du Civil Rights Act. Et suivront d'autres lois par la suite. Oui, en fait, c'est le début. Parce qu'en 1965, il y aura le Voting Rights Act, considéré comme la loi civique la plus efficace et qui interdit la discrimination raciale pour le droit de vote. Et le 11 avril 1968, le Civil Rights deuxième version, qui élargit les dispositions de la première de 1964, mais que cette fois, Martin Luther King ne signera pas. Et pour cause, il a été assassiné. Oui, une semaine avant, il a abattu d'une balle dans la gorge le 4 avril 1968 par James Earl Murray, alors qu'il se trouve sur le balcon de son hôtel à Memphis. Merci beaucoup, Cécile, pour ce retour sur ce bel anniversaire. L'anniversaire. Oh, bah ouais, tout ça. J'aime bien. Elle montre à nous que j'en ai
moi aussi, il faut lui demander à elle. Ça allait? 20 sur 20. Ah, bah voilà. Ah, je sais pour moi. Bienvenue dans l'école des fans. Nous retrouvons Grand Oral, Anouk Feingold. Une image toute, mais je vais y arriver quand même. La prépa est comme une opération chirurgicale qui se déroule sur un temps relativement court. Toute action, décision, manipulation a une raison d'être. On n'opère pas non plus tout seul, on a besoin des autres, chacun ayant son rôle. Extrait du chapitre 5, intitulé Mon expérience, votre outil de ce livre J'entre à HEC. Ça vient de sortir chez Ellipse et c'est signé par vous, Anouk Feingold. Vous avez écrit ci parce que vous nous l'avez rappelé, vous auriez aimé en disposer pour vous aider quand vous-même vous prépariez. Qu'est-ce qu'il y a dans votre bouquin que vous ne trouviez pas dans les bouquins ou les sites internet qui informent sur les prépas? Globalement, c'était vraiment cette vision d'ensemble pour avoir un aperçu global de à quoi ça allait ressembler la prépa. Et donc parce qu'à chaque fois, il y avait soit des témoignages par matière, soit des témoignages sur le rythme de travail. Mais même quand c'était sur le rythme de travail, on disait qu'on travaillait beaucoup, mais on ne disait pas combien d'heures, on ne disait pas vraiment à quel point il fallait travailler pendant les vacances. Et donc c'est vrai que la prépa, c'est quelque chose qui pas assez concret en fait. Et quand je m'y suis lancée, je ne savais pas totalement dans quoi je me lançais. Je trouve que c'est dommage parce que avec ce livre, par exemple, ça permet vraiment de savoir dans quoi on se lance et d'y aller en ayant vraiment toutes les cartes en main pour réussir le mieux possible. Alors ça, c'est très important parce que vous le rappelez d'ailleurs, la première question, c'est est-ce que je suis fait pour la prépa? Il y a quand même un indice, c'est le ratio temps de travail, résultat au lycée. Exactement, et c'est quelque chose qui est très vrai. Je pense que si on a l'impression d'être presque au bout de ses capacités au lycée, la prépa ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il y a une charge de travail qui est vraiment colossale et donc il faut avoir une marge de manœuvre entre guillemets. Et donc moi j'avais la chance au lycée de ne pas avoir besoin de beaucoup travailler pour avoir des bons résultats et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant que oui, il y avait des chances que je réussisse en prépa. Parce que vous en aviez sous le pied, comme on dit. Exactement, et donc en prépa j'ai augmenté énormément mon temps de travail et ça m'a permis aussi de bien réussir. Les prépas, elles disent qu'elles évaluent le potentiel des candidats, c'est-à-dire exactement ce que vous venez de décrire. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est à fond ou est-ce que c'est quelqu'un qui a encore une marge de progression parce qu'on en a besoin pour avoir des bonnes notes en prépa? Vous croyez qu'elles prennent vraiment en considération ce critère aujourd'hui avec Parcoursup ou finalement elles prennent pas de risque, elles vont avoir les notes et puis... Je pense qu'elles prennent en compte cet élément parce que, en tout cas dans les élèves qui étaient dans ma prépa, c'était quasiment que des élèves qui avaient le même profil que moi. Donc je pense que c'est pas dû au hasard et c'est quelque chose qu'ils arrivent à déceler parce que par exemple aujourd'hui il y a les directeurs d'établissement qui mettent un avis favorable ou pas pour la prépa et donc ça peut être aussi un élément pour eux à prendre en compte pour voir si c'est un élève qui a juste énormément travaillé au lycée mais qui va pas forcément avoir le potentiel de totalement s'épanouir, etc. en prépa, ou au contraire qui va pouvoir... Donc il faut quand même travailler sa réputation scolaire, j'entends, dans le lycée dans lequel on est, avant le baccalauréat. Si on reste sur cette période de l'avant prépa, vous dites que vos stages ont été vachement importants. Il y a un nouveau stage que vous n'avez pas pu faire puisqu'il est de cette année, qui est le stage de seconde, mais en tout cas vous dites que dès qu'il y a une possibilité d'accumuler de l'expérience, il faut s'en saisir. Alors pour le coup, moi j'avais fait un stage de seconde parce que mon lycée, vous dites aussi d'ailleurs. C'était mis en place. Prévu. Mais c'est vrai que c'est des stages qui m'ont permis de découvrir comment ça se passait en entreprise, de voir ce qui me plaisait un peu moins parce que j'ai eu la chance de faire mon premier stage de 3e dans le bureau de collection de Alain Figaret et donc c'est ça qui m'a confirmé que j'aimais bien la mode, le luxe, etc. Après, ça vous est resté, hein. Je crois que vous êtes dans une asso qui fait un peu de pub à votre asso, non? Oui. Elle s'appelle comment votre asso? Je suis de l'association Haute Couture, qui est l'association de mode et de luxe de HEC et qui organise notamment une Fashion Week pendant le 2e semestre. Et donc c'est quelque chose qui me permet de poursuivre justement mon intérêt pour le luxe. Après, en seconde, j'ai fait un stage dans le droit des affaires. Et là, ce qui m'a plu, c'était l'aspect vie d'entreprise parce que c'était une plus grosse entreprise. Mais je me suis rendu compte que le droit, c'était pas forcément fait pour moi. Et c'est ça aussi l'intérêt des stages, c'est pas voir que ce qu'on aime, c'est aussi voir ce qui nous plaît moins. Et c'est ce qu'on n'aura pas envie de faire. C'est ce qui m'a confirmé que je voulais aller plutôt en école de commerce justement qu'en droit. Et en terminale, j'ai fait un stage dans le marketing digital dans une start-up. Et ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Donc c'est ce qui a fini de me confirmer que vraiment, je voulais m'orienter. Commerce, gestion, management, etc., que c'était le bon endroit. Dans les apports spécifiques de la prépa, il y a des méthodes de travail. L'habitude, par exemple, de ficher un livre. Ficher, ça fait un peu partie du jargon d'ailleurs. Des prépas, l'école aussi. C'est quoi l'école d'ailleurs? Ça s'écrit KH. Au accent circonflexe. Alors j'avais reçu une prof de prépa qui me disait qu'en fait on pouvait même l'écrire avec un trait au-dessus du O, qui est un signe dont j'ai oublié la signification, mais enfin bref. Donc c'est quoi tout ça? Alors l'école, c'est des entraînements aux oraux d'école, et donc c'est des oraux académiques, ça va pas être des entretiens de personnalité, ça va vraiment être en langue, on vous donne un sujet, maths, en culture générale et en éco. Et exactement, on nous donne un sujet, on le prépare pendant 20 ou 30 minutes, et ensuite on va passer devant un examinateur pour présenter notre exposé, puis avoir un échange avec lui. Et encore dans les traditions de prépa, il y a les séjours au monastère.
Il y a les séjours en monastère. Vous avez fait ça? Exactement, j'ai fait ça. Alors pourquoi aller en monastère? Parce que c'est un cadre parfait pour travailler quand on est en prépa, il n'y a aucune distraction et il y a un certain confort parce que justement on est nourri et logé. Pour pas cher. Exactement, et ça permet d'avoir à s'occuper de rien parce qu'en prépa on n'a pas forcément envie de se faire à manger, etc. et de pouvoir passer nos pauses juste à manger ensemble. Et on précise que c'est pas la peine d'être croyant. Hein. Les monastères où vont les élèves de prépa sont très accueillants pour les élèves. Il y a une petite tradition autour de ça. Ça vous tente, je le sens, Chez Cécile, un truc, elle se dit une petite retraite quand même, ça pourrait être chouette. J'ai bien lu le livre Anouk, il insiste sur la nécessité de garder des temps de respiration chez nous dans cette émission. Ça s'appelle La récré. Cécile, vous consacrez cette récré au 12e concours Zéro cliché pour l'égalité filles-garçons. Oui, ce concours est organisé par le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Il est destiné à tous les élèves de France, de la maternelle à la terminale. Et l'idée, c'est de concevoir des productions médiatiques, j'entends par là, articles, vidéos, podcasts, dans le but de lutter contre les stéréotypes de genre. 700 projets envoyés cette année, ce n'est pas rien. Mais 12 retenus. Bah oui, mais ça, c'est un concours. D'appelés, peu d'élus. Si vous croyez impressionner Anouk avec ce genre de chiffres, vous allez échouer. Alors, parmi les 12, il y a notamment celui des 5e 2 du collège Victor Hugo à Colmar, dans le Haut-Rhin. Eux, ils ont fait une vidéo qu'ils ont appelée « C'est quoi ton sport ?» avec pour but de montrer que, garçon ou fille, on peut faire le sport qu'on leur désire. On voit même une jeune fille qui fait de la boxe, voilà, pour lutter contre les genres. Alors, on a quelques grandes championnes de boxe françaises. Ils ont eu le prix coup de cœur du jury, cela. Oui. Alors, dans la catégorie école, le Grand Prix revient au podcast Une semaine dans la peau des femmes, une école primaire qui se trouve au Mans. L'école Lapierre Pergaud a voulu, elle, parler du syndrome de la Schtroumpfette, c'est-à-dire du fait que dans la plupart des œuvres... C'est ça, vous, le syndrome de la Schtroumpfette? Non. Non, moi non. Alors, dans la plupart des œuvres, en fait, les personnages principaux sont masculins et ils sont très nombreux. Et en général, il n'y a qu'un personnage féminin. C'est le cas dans Les Schtroumpfs. Oui, il n'y a qu'une Schtroumpfette, mais tout le monde l'adore d'un autre côté. Mais bref, dans la catégorie collège, quoi? C'est sympa la Schtroumpfette. Oui, la catégorie collège, c'est les élèves du collège Octave Mirbeau de Trévière dans le Calvados et leur vidéo qui présente leur club égalité, qu'elle a été primée. Le club égalité organise justement des moments pour promouvoir cette égalité, comme les 2 jours où seules les filles avaient le droit d'accéder au terrain de foot. Vous appelez ça de l'égalité? Enfin bref, non, je rigole. C'est formidable quand même toutes ces initiatives. Il y a encore d'autres projets qui ont été récompensés. Oui, il y en a d'autres, je ne peux pas toutes les citer, mais il y a autour des femmes scientifiques également sur les clichés et la sécurité routière. Et je fais des blagues, mais je rappelle que l'égalité des filles et des garçons, c'est un principe fondamental qui est inscrit dans le Code de l'éducation que vous avez révisé récemment. Oui, la loi du 8 juillet 2013 est venue rappeler que la transmission du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes se réalise dès la formation dans les écoles élémentaires. Elle a en outre introduit un enseignement moral et civique et inscrit dans les missions des écoles de sensibiliser l'ensemble des personnels enseignants et d'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discrimination. Fin de citation. Si on veut voir ou entendre toutes ces productions médiatiques récompensées, on va où? Sur le site du CLEMI, c'est lemi.fr, dans la rubrique Action éducative. Il y a beaucoup de très jolis projets. Merci beaucoup, chère Cécile. Bravo encore aux lauréats. Grand oral, la suite, Anouk Feingold. Si vous visez une classe prépa pour vous ou pour vos enfants, vous lisez le livre d'Anouk Feingold. Et si c'est une prépa commerciale, vous en tirez un bénéfice supplémentaire, notamment parce qu'Anouk, dans ce livre publié aux éditions Ellipse, publie ses copies de concours. Il faut dire qu'elle a obtenu des notes stratosphériques. C'est pas moi que l'idée serait venue. J'ai pas fait de prépa non plus. Au chapitre social, vous en avez parlé, la force du groupe. Il y a un point que j'ai pas encore souligné et que vous soulignez dans le bouquin, c'est l'importance des parrains, des marraines. Oui, exactement. Donc en fait, quand on rentre en prépa, on se voit attribuer. Comment ça se passe d'ailleurs l'appariement? Alors ça dépend un peu des prépas, mais à Daniel Mou, c'est les parrains qui nous choisissent, soit parce qu'ils nous connaissent, soit parce qu'ils nous en prennent une porte ouverte, quelque chose comme ça. Et donc on les rencontre dès le début, donc dès le week-end d'intégration, et ils vont vraiment pouvoir nous guider, nous expliquer comment ça se passe en prépa. Et après, un rituel qu'on avait à Daniel Mou, c'était une fois par semaine de faire un dîner avec notre parrain. Et donc ça permettait d'échanger avec lui, de passer un bon moment, etc. Et donc après, ce qui est vraiment sympa, c'est que nous, quand on va être en première année, au moment des concours, ça va un peu se retourner parce que là où pendant la première année, c'était plutôt notre parrain qui était là pour nous, ça va être nous qui allons venir le soutenir. Et ensuite, il va nous passer le flambeau en rentrant en école. Vous-même, vous soutenez vos filleuls l'année d'après. Un nouvel élève. Et évidemment, après, vous suivez. C'est aussi les parrains qui aident à relativiser, à comprendre comment marche la prépa. Oui. Par exemple, les notes, c'est quand même pas très agréable, les notes qu'on a en prépa. C'est vrai que quand on arrive en prépa, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'on passe d'avoir 18 de moyenne
à avoir des notes sous la moyenne, qui peuvent être même parfois très basses, par exemple en mathématiques. Et donc c'est eux qui vont venir nous dire que c'est pas grave, que c'est normal, que c'est pas une fatalité en soi. Et même le fait de voir leur parcours, de voir comment eux ils ont progressé alors qu'ils étaient partis du même point que nous, ça permet vraiment d'avoir de l'espoir et de réussir à se projeter plus facilement. Et ça je vous le dis, si vous êtes parent, et ça c'est du vécu, quand votre enfant arrive avec un premier devoir de prépa où il a 8, mais il a la banane, il est super content, vous lui faites pas t'as eu 8, Waouh, t'as eu 8, c'est génial, parce qu'en fait c'est un bon début dans une prépa. Et la réaction des parents, c'est vraiment... Vous dites d'ailleurs que, alors pas forcément en tout début de prépa en première année, mais en tout cas en deuxième, pour avoir une idée de votre niveau et de ce que vous allez avoir au concours, il faut rajouter 3 points quand même, c'est pas rien. Oui, si vous avez 14 par exemple en prépa, en fin de prépa, souvent ça permet d'aller chercher un 17. Exactement. Donc il y a une vraie notation difficile. Pourtant, donc ils notent quand même dur, les profs, c'est rien de le dire, il y a une vraie proximité avec les enseignantes et les enseignants. Ça aussi c'est quelque chose que vous avez vous vouliez souligner. Ça c'est quelque chose qui est vraiment super parce qu'il va vraiment y avoir une proximité avec les enseignants et il n'y a pas forcément cette image qu'on peut avoir des enseignants qui vont être très durs, etc., qui vont vouloir être cassants parce qu'ils vont mettre des notes qui vont être justes, mais ils vont vraiment être extrêmement présents. Dès qu'on a besoin, on peut prendre un rendez-vous avec eux, que ce soit pour une reprise de copie, pour revoir un point de cours, etc. Et c'est vrai que parfois, s'ils vont mettre des mauvaises notes à certains élèves, ils vont tout de suite venir les voir à la fin du cours pour les aider à dédramatiser, etc. Et nous rappeler que finalement, ce qui compte, c'est pas les notes qu'on va avoir pendant la prépa, c'est vraiment le concours et que faut se servir de nos faiblesses pour les comprendre maintenant et pour pouvoir progresser, pour en faire des forces le jour J. Voilà, donc tout ça c'est chouette, la prépa est un monde idéal, c'est génial, c'est une sorte de paradis. Ça n'empêche pas les coups de mou, voire les gros coups de mou, vous en avez connu quelques-uns. Comment vous avez surmonté? Parce que alors, je crois que dans le bouquin vous dites, oui, je me suis dit, allez, vas-y, il faut que tu ailles, mais en vrai... c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, que ce soit l'hiver quand il fait froid, qu'il fait noir et que ça aide pas pour le moral, qu'on ne fait pas trop de pauses, etc. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'était le fait d'être avec mes amis en prépa. C'était les moments de pause qu'on faisait ensemble où ça me permettait de penser à autre chose. Et aussi, de reprendre un peu d'énergie. Et après aussi les temps de pause que je m'accordais, notamment le week-end, où je pouvais voir ma famille, mes amis du lycée, etc. Attendez. Et ça aussi, ça aidait. Ces temps de pause, ils duraient combien de temps, Anouk? Alors, ils étaient un peu limités. Alors 23 minutes 12. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil, par exemple, et quelque chose que je m'étais fixé, c'était de dormir tous les dimanches matins, de jamais travailler le dimanche matin. Et c'est quelque chose grasse mat tous les dimanches. Vraiment jusqu'au concours. Ce qui est bien, parce qu'après avoir travaillé jusqu'à 2h du matin le samedi, je me dis de grasse mat, c'est quand même ça. Mais ça permettait aussi de me déculpabiliser quand je sortais le samedi soir, parce que je savais que même si je rentrais jamais très très tard, si je dormais le dimanche matin, c'était pas grave. C'était pas grave, c'était intégré. Oui. Dans les trucs pour passer les concours, vous l'avez dit au tout début de l'émission, je vous ai pas laissé développer, mais c'est très important. Vous aviez choisi de les passer en province, pourquoi? On avait choisi de les passer en province parce que le fait de les passer à Paris, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué avec les problèmes de transport, et les embouteillages, etc. Et en province, ça va être souvent des centres d'examen qui sont plus petits, à taille humaine, où il y a souvent des grands parcs pour donc des... Donc ça note pas plus sympa. Ça, c'était vrai à l'époque, mais c'est plus vrai maintenant puisque tout est numérisé et dispatché. En revanche, les conditions de passage sont meilleures. Donc ça, c'est un bon truc à avoir. En fait, on se précipite pas vers Paris. Le pire est passé, mais était-ce vraiment le pire, se demande Anouk, en épilogue de Jean à HEC. Vous y êtes alors? Le jeu en valait la chandelle? Le jeu en valait vraiment la chandelle. HEC sympa? HEC, c'est vraiment très sympa. C'est une école qui offre énormément d'opportunités. Là, par exemple, je reviens de Los Angeles parce que j'y ai passé un semestre et c'est vrai que c'était une expérience unique parce que on découvre un monde qui est totalement différent. Ça permet de s'ouvrir à des nouvelles cultures. Et là, on fait des grasses maths. On fait des grasses maths. Et on a des bonnes notes. Anouk, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va pousser les portes d'un CDI de collège. Alors, je ne sais pas si au collège, on a des bouquins comme J'entre à HEC. Peut-être que c'est plutôt dans les CDI des lycées. Mais qui sait? On va poser la question à Amélie Paris. Et puis, elle va nous parler de la fin de l'année. Cécile, merci beaucoup. Les années collège, Amélie Paris. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeur documentaliste au collège Maurice Utrio. C'est à Paris, dans le 18e arrondissement, en REP+. Parce qu'à chaque fois que je voulais dire plus, c'est pas vrai. C'est le dernier effort pour les élèves de 3e qui passent les épreuves du DNB, le diplôme national du brevet, aujourd'hui. Et après l'effort, le réconfort, les réjouissances. Le bal de fin d'année. Et oui, après 36 semaines passées ensemble, l'heure de la fête approche. Alors, 36 semaines travaillées. Ah oui, je compte pas les vacances. Donc l'ambiance kermesse de la primaire laisse place à une ambiance plus disco où la boule à facettes, élément central, remplace le stand de Chamboultou. Alors ce n'est plus dans la cour de récréation que la fête bat son plein en milieu d'après-midi, mais dans la salle de réunion ou dans le gymnase transformé en mini boîte de nuit, parfois même hors les murs,
puisque les élèves peuvent se retrouver à la tombée de la nuit dans une salle des fêtes. Alors là où enfants, parents et enseignants festoyaient autrefois dans une ambiance conviviale, les adultes héritent désormais du second rôle, c'est-à-dire celui d'attendre dehors que la fête se termine pour ramener leurs ados qui sont finalement pas si grands que cela. Non. Alors les seuls majeurs autorisés à participer à la fête, eh bien, ce sont les AED, les assistants d'éducation. Et pourquoi eux? Parce qu'ils sont cool. Vous aussi vous êtes cool. Oui, mais parce qu'ils sont plus vieux qu'eux, mais pas trop. Et souvent quand même parce qu'ils ont tissé une relation forte pendant toute leur scolarité. Là, on sent du vécu dans tout ce que vous nous racontez, du vécu de prof et de maman d'ailleurs, non? Oui, de l'adulte en tout cas qui attend que ça se passe. Mais ce que les ados ne savent pas, c'est que ce sont parfois les parents élus qui permettent et organisent les réjouissances. Mais bon, laissons-les s'émanciper et savourer ce moment sans les parents. Imaginez qu'ils ont tout prévu. C'est un moment qui évidemment est inspiré des États-Unis. C'est le bal de promo, on appelle le prom. Qui se déroule plus tard dans la scolarité, au moment où les jeunes quittent le lycée pour l'université, qui donne lieu à de si belles scènes dans les séries. Mais exactement. Alors c'est vrai que c'est le roi des comédies, des séries, comme vous veniez de le dire, Emmanuel. Donc une étape cruciale dans la vie des lycéens, donc plus tard que le bal du collège, qui s'en inspire fortement, mais sans les bracelets de fleurs, les nœuds papillons, les smokings un peu trop larges et les couronnes de rois et de reines du bal. Du vécu encore peut-être. Mais oui, des heures devant Sandy, et leurs copains dans Grease. C'est Grease, ça. C'est quoi d'ailleurs l'histoire de ces proms? Alors c'est au milieu des années 1800 que naissent ces bals. Ils étaient l'occasion pour les jeunes Américains d'afficher leurs bonnes manières et leur étiquette sociale. Mais les bals de promo tels que nous les connaissons aujourd'hui ont réellement gagné en popularité dans les années 50. D'abord célébrés dans les cafétérias et les gymnases, ils sont ensuite organisés dans les hôtels de luxe ou les country clubs. Et en 1975, la fille du président Ford, Suzanne, a même délocalisé le bal de fin d'année de son lycée à la Maison Blanche. So chic. Oui, et c'est aussi à partir de ce moment-là que l'élection du roi et de la reine du bal est établie avec tout ce qui va avec, donc voiture extravagante, tenue hyper tendance. Et alors, il arrive même quand même que certains jeunes Américains emmènent leurs grands-parents à leur bal, car ces derniers ont manqué le leur, parfois faute d'argent, ou parfois parce qu'ils étaient partis à la guerre. Oui, ça, c'est balles de promo tout à fait iconiques qui font rêver vos ados à Utrio et les ados en général. Évidemment, oui, et tous les ados qui s'en inspirent. Alors, dans certains collèges, on déplie même le tapis rouge, on s'habille pour l'occasion, on se maquille en tapant le hashtag Prom 2024 Get Ready With Me sur TikTok. Mais derrière son côté festif, eh bien, il y a quand même beaucoup d'émotions. On va dire au revoir. Oui, les séparations, les adieux au lieu qu'on a fréquenté pendant 4 ans, qu'on a aimé, parfois détesté. Lieu souvent aussi des premiers émois amoureux. On quitte les salles de classe, on quitte la cour, on quitte le réfectoire, on quitte la salle de perm, et évidemment, on quitte le CDI. Adieu aussi entre certains élèves, puisque tous n'iront pas dans le même lycée. Alors, cette année, le bal de fin d'année ne marquera pas l'obtention du brevet, puisque les résultats tomberont le 12 juillet prochain, mais il marquera pour ces ados la fin du collège et la fin des années collège. Remarquez, il faut peut-être faire la fête avant les résultats. Hein. C'est comme pour les élections. Non, j'ai rien dit. Fin aussi de cette chronique, fin de ce rendez-vous annuel. On se retrouve à la rentrée. Bien sûr, avec pour plaisir. Continuer les années collège. Les balles, il faut y aller, Anouk. Les fêtes, les week-ends d'intégration. Le bisutage, c'est pas trop dur en prépa, HEC? Non, il n'y a pas de dos, il se passe rien. Non, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Et c'est même important d'y aller? Oui, exactement. Pour se faire des copains, des copines. Oui, c'est vraiment un bon moyen de rencontrer des gens, justement, parce que quand on arrive en école, on connaît que les personnes de notre prépa, et les week-ends d'intégration, les soirées du début, ça sert vraiment à ça, exactement. Bon, super. Merci beaucoup. Vous avez vécu tout ça, vous, quand vous étiez... Pas trop. Pas trop. Mais non, plus, je pas les nos regardais années, à la télé, je me réveillais. C'est pareil, on regardait Grease. Vous nous faites un petit Grease pour la fin de l'année? Non, allez, super. Bon, merci à toutes les deux, je vous embête pas plus. Le livre d'Anouk Feingold, J'entre à HEC, c'est aux éditions Ellipse. Je pense que c'est un petit peu précoce pour rentrer dans votre CDI. Le CDI d'Amélie, c'est le CDI de Maurice Utrio. On se retrouvera pour une nouvelle saison des années collège avec Amélie l'année prochaine. Vous nous retrouvez demain sur School TV. L'émission est terminée pour aujourd'hui. Au maquillage, Sophie Coulon, Marine Plantec, assistée par Pénélope Day à la préparation de l'émission. Et elles sont en régie aujourd'hui avec au son Héloïse Merlin et Ulysse Touré à la réalisation. Vous restez sur notre chaîne et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.